quand on est chef d'entreprise, on est focus sur son développement et sa croissance. Pourtant, un levier redoutable reste sous-exploité, la croissance externe. Alors, dans les clés du build-up, on vous emmène dans les coulisses de cette croissance externe, au contact de ceux qui, au quotidien, gèrent ces rachats d'entreprises, qu'ils soient dirigeants, experts ou conseils. C'est un format conçu pour que vous aussi, vous puissiez passer à l'action. Allez, place à votre épisode. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Build-up, le podcast dédié à la croissance externe. On vous reçoit donc sur cet épisode numéro 6, consacré au passage de la LOI au closing, les montagnes russes d'une opération. Je suis Thomas Collin, cofondateur de la plateforme Alvo.market. J'ai la chance d'avoir avec moi toujours Maxime Nicolas, associé de la banque d'affaires Outmatch. Salut Maxime. Salut Thomas. Et donc pour parler de ce sujet, nous avons la chance de recevoir Pierre-Guillaume Sagnol, associé de PwC Avocat. Bonjour Pierre-Guillaume. Bonjour à tous les deux. Ravi de t'avoir avec nous. Ravi également de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Bon, sur ce sujet qui peut paraître un peu technique, on a bien évidemment fait appel à un avocat, puisque, on le disait en préparation de cet épisode, il y a vraiment la montée en puissance des conseils juridiques dans cette dernière partie, cette dernière ligne droite, mais qui est loin d'être un long fleuve tranquille. Absolument. Mais avant qu'on rentre dans les sujets, je te propose peut-être de te présenter. Oui, absolument. Alors moi, j'ai fait une école de commerce et du droit en parallèle. J'ai un parcours un petit peu particulier parce que mes premiers amours étaient autour de la finance. Donc, j'ai travaillé en salle de marché. Pas banal. Pas banal, Ouais. Exactement, pour un avocat. Je m'étais dit que c'était sympa parce qu'on était au cœur d'un écosystème. Je regrette pas du tout. C'était une très belle expérience. Ça m'a permis d'avoir, on va dire, de goûter un petit peu mieux à ce que peut changer l'environnement économique dans la prise de décision. C'est beaucoup plus rapide que dans du M&A quand on est en salle de marché. Je me suis pas vu vieillir dans ce métier. Donc assez rapidement, je suis retombé dans mes premiers amours qui était le droit. J'ai passé le barreau et puis je m'étais dit, tiens, tu vas peut-être faire du capital market en cabinet d'avocat. Et finalement, non. Le M&A a eu une forme d'attraction supérieure. J'ai trouvé que c'était des aventures humaines, des rencontres en fait plus simples, plus faciles. Et puis on peut faire des dossiers un peu plus personnels avec des entrepreneurs, avec des amis, ce qu'on ne peut pas faire en salle de marché ou en capital market. Les IPO, on n'en fait pas tous les jours tout seul, quoi. Ouais. Du coup, qui sont tes clients aujourd'hui ? Aujourd'hui, mes clients sont essentiellement des entrepreneurs, des fonds d'investissement et puis des grands groupes avec un prisme plutôt FIG, donc des grands groupes d'assurance ou des mutuelles. Okay. Voilà. Et tu travailles Paris, Paris, j'ai des clients à Lyon, j'ai eu des clients à Marseille, donc non, d'un point de vue national, quoi. Il n'y a pas de prisme géographique particulier. Ça marche. Alors, donc, on est dans ce 6e épisode, finalement, à l'épisode 4, on a eu notre LOI accepté. Dans l'épisode 5, et on l'a dit, qui se faisait en général en parallèle des due diligence, on a bien avancé sur notre financement. Et on a maintenant une idée claire de comment on va structurer le financement de l'opération. Et donc, parallèlement, je le disais, montée en puissance des conseils juridiques, puisqu'on arrive dans cette phase où, post-LOI, on va devoir maintenant exécuter les grands principes des accords de l'accord qui a été passé jusqu'ici. Avant qu'on rentre dans la technique, en préparant cet épisode avec Maxime et toi, on a beaucoup insisté sur le fait que les avocats dans le M&A et surtout sur cette partie-là avaient une logique de deal maker. C'est quelque chose, ce mot-là est beaucoup revenu. Il est aussi revenu sur l'épisode avec Sidney Liechtenstein sur la LOI. Pour toi, d'un point de vue perso, comment tu le vis ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, dealmaker au quotidien ? Ouais, c'est, je pense, arriver à identifier les sujets qui sont des sujets business et puis les sujets qui sont des sujets d'organisation ou purement juridiques et qui peuvent être traités entre avocats. Entre spécialistes et c'est pour ça que c'est quelque part important quand on fait ce type d'opération d'avoir des conseils qui ont eu l'habitude de faire du M&A, de faire de la croissance externe et qui ont les réflexes un peu de marché parce que ça permet d'avoir des conseils qui sont capables de se parler entre eux et d'identifier les points qui nécessitent
pas forcément que l'entrepreneur ou que ce qu'on appelle les principals, c'est-à-dire vraiment les décisionnaires, tranchent. Donc voilà, c'est ce qui caractérise le côté deal maker. Pour moi, c'est l'expérience, surtout. Et puis, cette volonté de bien identifier les sujets, ceux qu'on laisse, bien entendu, trancher aux clients, parce que c'est souvent des points économiques, en fait, tout simplement, hein, qui sont en euros sonnants et trébuchants. Et puis, ceux qui ne nécessitent pas, en fait, d'être escaladés, comme on dit, aux décisionnaires ultimes. C'est, je pense, l'une des caractéristiques principales. Après, c'est aussi une façon d'être. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut pas changer, hein, par définition, mais c'est voilà, être un peu plus rond peut-être, savoir dire non quand il faut dire non, bien entendu. Et puis c'est quelque chose qui est devenu un peu has-been, mais souvent on avait des avocats dans certaines opérations il y a quelques années qui s'énervaient, qui défendaient leurs clients comme si ils étaient devant un tribunal. Et en fait, c'est pas du tout ce qui plaît aux clients aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont envie de faire des deals, et quand ils ont envie de faire des deals, ils ont envie d'être conseillés par des avocats qui vont être dans la rondeur, qui vont pas essayer de faire remonter des points. Donc c'est aussi une façon d'être. C'est une expérience, savoir identifier les points qui sont importants, les points qui doivent être tranchés par les clients, faire filtre en fait grâce à cette expérience. Et c'est une façon d'être qui se travaille, qui vient aussi avec l'expérience. Et c'est pour ça que nos clients apprécient en fait certains avocats plutôt que d'autres. Il y en a qui se sentent protégés par des avocats très agressifs, mais en choisissant ce type d'avocat, ils se mettent dans des situations où potentiellement le deal peut leur échapper. Donc pour moi, c'est ça, deal maker, c'est une expérience qui permet de faire filtre, et une expérience qui permet d'apporter une certaine rondeur, une envie de trouver des compromis, mais bien sûr sans se renier. C'est-à-dire qu'on sait très bien, nos clients nous donnent des fils directeurs, ils ont des lignes rouges, on parle avec eux, on sait qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'à un certain point, mais on sait que sur certains sujets, on peut les amener à trouver un mi-chemin. Voilà. Et donc c'est aussi ça, c'est essayer de parler à la partie d'en face pour comprendre sa problématique, parler à son client pour comprendre quelles sont ses lignes rouges, et essayer de construire. Et c'est mieux quand on arrive à co-construire avec le conseil d'en face, d'ailleurs, un compromis ensemble. Ok, très clair. Alors maintenant, rentrons dans l'exécution. J'ai ma LOI qui a été acceptée. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Alors, maintenant que j'ai ma LOI qui a été acceptée, normalement, dans ma LOI, j'ai indiqué qu'elle était sous réserve de mes due diligence, notamment. Et donc, je lance cette grande phase de due diligence qui est en plusieurs streams. Alors, tout dépend de la cible, hein, bien entendu, mais on a des cibles qui vont être très tech, dans lesquelles les due diligence tech ou IT, IP vont être très importantes. On va avoir des cibles qui vont être dans l'infrastructure, dans lesquelles les due diligence regulatory vont être plus importantes. Et puis, on va avoir des secteurs un peu plus classiques, dans lesquels les différents streams vont être eux aussi les usual suspects, à savoir le juridique. Donc le juridique, c'est quoi ? C'est s'assurer de la propriété des titres, s'assurer que s'il y a eu des opérations de croissance externe effectuées par la cible, il n'y a pas des compléments de prix, ou s'il y a des compléments de prix, quand est-ce qu'ils doivent être payés ? Il y a des gaps ou pas, donc des garanties ou pas qui ont été données dans le cadre de ces croissances externes, voir si la société est toujours tenue par ces garanties ou pas. Donc c'est une analyse des SPA qui ont pu être signés, donc des contrats de cession qui ont pu être signés par la cible, une analyse éventuellement du pacte d'associés en cours, des registres d'actionnaires pour voir que les titres sont bien la propriété des différents actionnaires, et c'est aussi une revue des contrats très importante, contrat fournisseur, contrat client, contrat groupe, si jamais la cible appartient à un groupe, et s'assurer que si on achète la société, eh bien, ces contrats soient soit embarqués, parce qu'il n'y a pas de clause de changement de contrôle, donc on garde les clients, soit eh bien, doivent faire l'objet d'une notification, et donc on notifie un client, par exemple, qu'il y a un changement de contrôle, et auquel cas, s'assurer que le client reste. Et puis, s'il y a un sujet sur un client qui ne reste pas, on en rediscute. Voilà, ça, c'est sur les aspects, on va dire, plus juridiques. Sur les aspects fiscaux, c'est essentiellement les aspects déclaratifs qui vont être vérifiés, s'assurer que la société
en principe, sur les 3 dernières années, à bien effectuer les déclarations qui sont attendues d'une société vis-à-vis de l'administration fiscale, qu'il n'y ait pas de contentieux en cours avec l'administration fiscale. S'il y en a, essayez de les chiffrer le plus possible avec les pénalités potentielles. Et sur les aspects de droit social, c'est essentiellement les contentieux en droit social et aussi les requalifications en salaire, par exemple de prestataires, de services. Ça, on a souvent le sujet dans les boîtes de tech, notamment, où potentiellement on fait appel à des services providers et on essaie d'évaluer le risque d'une requalification en contrat de travail, ce genre de choses. S'assurer que la convention du secteur est respectée, s'assurer d'un certain nombre de choses. S'il y a besoin de mettre en place un CSE, est-ce que le CSE a bien été mis en place ou pas? Il y a eu un PV de carence, voilà. S'assurer du climat social finalement via les documents qu'on peut avoir en data room. Sur les aspects IT, IP, vous voyez bien le sujet. Il faut aussi que les marques, on s'assure de leur propriété. Sachant que dans un certain nombre de dossiers, par exemple, les marques sont déposées à titre individuel. Absolument. Ce qui ne pose pas forcément un gros problème, mais il faut qu'elles soient apportées dans le cadre de l'opération. Absolument. Et ça donne lieu à des rectifications qui, après, sont prises en compte dans le contrat de cession. Et donc, typiquement, c'est un bon exemple, les marques. Si la marque est détenue par un fondateur en propre, il faut s'assurer, dans le cadre de la transaction, qu'il y a un contrat de cession de marque qui viendra être signé au même moment que le contrat de cession des titres. Donc, c'est de la réorganisation, c'est du réajustement. En principe, les éléments qui sont découverts dans le cadre de la due diligence donnent lieu à ce qu'on appelle des remises au closing. C'est-à-dire que, typiquement, au closing, je vais te remettre mon contrat de cession de marque. Je vais te remettre la preuve que les noms de domaine sont bien désormais au nom de la société. Je vais te remettre la preuve que les salariés ont bien été informés parce que on a la loi Hamon qui s'applique et donc on doit informer la fameuse loi Hamon et donc on doit informer les salariés en amont de la cession de la société. Voilà, on va faire un certain nombre de remises qui vont rassurer sur le fait que les choses ont été bien faites, que la société qu'on rachète désormais est bien en phase avec ce qui est attendu d'une société dans ce secteur-là. Et pourquoi, du coup, on a cette phase de due diligence? C'est quoi les impacts derrière pour nos auditeurs? Pourquoi, en fait, on fait tous ces exercices-là? C'est une très bonne question. En fait, on fait ça pour des raisons économiques. On fait ça pour identifier des risques qui ressurgissent ou qui surgissent à l'occasion des due diligence. Parce que, bien entendu, au stade de la LOI, on a échangé avec le management, on s'est mis d'accord sur des grands concepts, mais on n'a pas ouvert le capot. Donc là, dans le cadre des due deals, on ouvre le capot, on regarde d'un peu plus près et on essaye d'identifier les risques. Donc typiquement un risque de contentieux, mais qui peut être social ou qui peut être commercial. Un risque de contentieux, on va essayer de le chiffrer et puis on va essayer de mettre une probabilité sur la condamnation ou pas de la société dans le cadre de ce risque. Et en fonction de ça, ce sera la décision de l'acquéreur, soit de le retraiter du prix directement, soit de demander éventuellement ce qu'on appelle une garantie spécifique, c'est-à-dire spécifiquement en identifiant le sujet. Typiquement, j'ai un contentieux avec monsieur Y. On écrira dans le contrat de cession, en cas de condamnation de la société dans le cadre du contentieux avec monsieur Y, les vendeurs s'engagent à indemniser l'acquéreur, ce qu'on appelle à l'euro, donc c'est-à-dire à l'euro près, en fait, de la condamnation. Et donc, bien souvent, c'est une négo aussi qui peut avoir lieu pendant les due deals, parce qu'on va identifier un risque, on va en parler à la partie en face, et la partie en face va dire « Ah, mais ce risque, la probabilité qu'on soit condamné, elle est vraiment très, très faible. » Et si on est convaincu, on va peut-être pas le retraiter du prix, et puis on va peut-être même pas demander une garantie spécifique. Maintenant, si on est à moitié convaincu, on va peut-être se dire en fait, j'applique une proba de X, je le retraite du prix directement, et puis en fait, le vendeur il va dire non, moi je préfère que tu le retraites pas du prix, je préfère que tu me mettes en garantie spécifique parce que vraiment j'y crois, et en fait, je préfère t'indemniser si jamais on est condamné plutôt que tu m'enlèves tout de suite en fait de l'argent en baissant ton prix. C'est une discussion qui s'engage. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, les garanties ou les ranges de typologie de garantie? Absolument. Et la durée? Oui, absolument. Ouais. Donc, il y a des pratiques. Il y a des pratiques de marché. En fonction de pour qui tu travailles, si tu travailles pour un grand groupe ou si tu travailles pour un fonds d'investissement, tu ne vas pas avoir les mêmes contraintes. En principe, les fonds d'investissement, dans la mesure où ils ont envie de très, très vite clôturer leurs fonds, ils vont être assez demandeurs sur le fait d'avoir des garanties les plus courtes possibles en termes de timing. C'est quoi court, du coup? Court pour un fonds d'investissement, c'est un an sur les garanties fondamentales. Donc c'est vraiment assez court. Alors qu'un grand groupe, il va pouvoir, notamment sur les garanties fondamentales. Les garanties fondamentales, en jargon d'avocat, c'est les garanties vraiment qui sont hyper importantes. La propriété du titre, la capacité
le fait d'avoir les sociétés qui existent, qui sont bien organisées. Enfin, c'est les choses qui sont les plus systémiques. C'est le squelette en fait du deal. Donc, si jamais t'as pas ta garantie fondamentale, en fait, t'as un énorme problème. Et typiquement, tu vois, c'est un bon exemple sur les garanties fondamentales. Tu vas avoir des fonds d'investissement qui vont pas accepter de donner plus de 12 mois, 18 mois. Alors que ça peut paraître être le truc le plus systémique, quoi. Ouais. Mais d'un autre côté, tu as le contre-argument qui consiste à dire je peux aussi ne pas te la donner sur une longue période parce que le truc est tellement énorme que si tu te rends pas compte que la société n'existe pas au bout de 12 mois, c'est qu'il y a un sujet. Donc on va avoir un petit peu ce jeu de négo sur la durée des garanties. Alors la durée des garanties fondamentales, je viens de vous en parler. Les garanties business, ça va être 18 mois, 2 ans, ce genre de choses. On voit rarement plus de 2 ans en termes de durée. Ça veut dire que pendant 2 ans, les vendeurs sont susceptibles d'indemniser l'acquéreur si jamais l'une des déclarations qu'il a fait dans le contrat de cession ou dans un document à part, si on fait une gap à part, on peut faire un contrat à part, est fausse. Donc j'ai déclaré qu'il n'y avait pas de litige en droit social. Il y a un litige en droit social, en fait. Qui a pris naissance avant le changement de contrôle. Exactement, avant le changement de contrôle, absolument. À ce moment-là, je dois indemniser et donc on va appliquer la gap. Alors, si c'est une garantie spécifique parce que je l'ai identifiée, etc., donc ce sera à l'euro. Mais si ça n'a pas été identifié et que le sujet n'est pas sorti, à ce moment-là, on va appliquer ce qui a été négocié dans le cadre du contrat de cession. Et bien souvent, on négocie ce qu'on appelle un de minimis, c'est-à-dire un niveau minimum, c'est-à-dire on va pas vous indemniser si vous perdez un stylo. Donc on va pas indemniser dès le premier euro, donc on va avoir un niveau minimum en fait de violation, de breach de la déclaration qui va être négociée. Et puis ensuite, il y a tout un jeu autour des franchises et des seuils de garantie. Donc une franchise, vous voyez, c'est comme une franchise de voiture en fait. Donc vous avez un bout qui, si vous le dépassez pas, c'est pour votre pomme quelque part en tant qu'acquéreur. Et un seuil, c'est juste que vous tapez le seuil, on doit indemniser dès le premier euro une fois que le seuil est dépassé. Donc voilà, on va avoir ce genre de mécanismes qui donneront lieu à une négo. Voilà. Bien entendu, c'est à l'avantage du cédant d'avoir plutôt une franchise, et puis c'est à l'avantage de l'acquéreur d'avoir plutôt un seuil. Et après, il y aura un cap. Donc, c'est-à-dire qu'on va bien souvent raisonner en pourcentage de la valeur des titres, et souvent, on est autour de 10 à 20%. Donc voilà, il y a un monde à aller chercher entre 10 et 20% de la valeur des titres. Aussi en fonction des résultats des fameuses due diligence. Absolument. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accepter des caps plus bas si on se dit, vraiment, tout est OK. Absolument. Et plus on va trouver d'indices ou de choses problématiques, plus moins on aura de confort, plus on sera tenté d'avoir un cap qui potentiellement peut être élevé. Et on en discutait tout à l'heure, il y a une pratique de marché qui maintenant est plus si récente, qui s'est quand même pas mal démocratisée, c'est l'assurance de gap. Alors c'est souvent dans des deals un peu plus gros, pas des petits deals en dessous de 10 millions, mais sur des deals qui sont au-dessus de 10 millions d'euros de valeur des titres, on va commencer à avoir potentiellement la demande, que ce soit côté cédant comme côté acquéreur, de mettre en place ce qu'on appelle une assurance de gap. Et ça, les assurances de gap, c'est un mécanisme qui permet à l'acquéreur, après avoir payé une prime, dont il peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire cette prime, il peut la retraiter de son prix. Il peut la retraiter de son prix à moitié, ça peut être une négo avec le vendeur. Donc après avoir payé une prime, donc une prime d'assurance, ça permet à l'acquéreur de se retourner contre un assureur et non pas contre les cédants directement. Donc c'est hyper utile dans les cas où il y a un très grand nombre de cédants personnes physiques, par exemple. C'est hyper utile dans les cas où on a un fonds d'investissement qui n'a pas trop envie de donner des garanties sur la durée. Et quelque part, ça rassure un peu tout le monde, ça rassure beaucoup les cédants d'avoir un peu ce tiers qui vient finalement assurer le deal. Et alors donc, c'est beaucoup de travail pour les avocats parce qu'il faut négocier en plus du contrat de cession, en plus de la gap, une police d'assurance. Police d'assurance qui elle-même est construite sur la base de la gap, donc de la convention de garantie, qui est bien souvent donnée par le management. Donc le management va signer une convention de garantie. Dans cette convention de garantie, le management va accepter de faire un certain nombre de déclarations et il va d'autant plus accepter que sa responsabilité sera capée à 1 euro.
Et par-dessus cette gap, on aura une police d'assurance qui viendra en fait se greffer quelque part sur cette gap. Et c'est cette police d'assurance-là qui aura vocation à rentrer en jeu si jamais il y a le moindre breach, le moindre souci avec une déclaration qui a été donnée. Bien entendu, sauf fraude. Donc souvent, on a des débats autour de qu'est-ce que la fraude en droit français. Mais non, la fraude, il faut quand même y aller. Enfin, d'ailleurs, le concept de fraude est un peu flottant en droit français. C'est plutôt le DOL, le concept exact qui doit être utilisé. Mais en clair, c'est vraiment cacher quelque chose et c'est vraiment la jouer très, 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 très border pour rentrer dans le DOL. Et c'est avoir déclaré sciemment quelque chose qu'on savait pertinemment être faux. Donc voilà, donc normalement, ce genre de mécanisme fonctionne très bien. Et de plus en plus accepté, que ce soit par les cédants, bien entendu, par les acquéreurs aussi, et par le management. Et donc, ça a vocation à remplacer ce qu'on connaissait historiquement, qui étaient les séquestres, garanties à première demande, etc. Ce qu'on appelait les garanties de la garantie. Okay. Et les garanties de la garantie, c'est des séquestres, donc c'est embêtant pour les cédants, parce qu'ils immobilisent un certain nombre de fonds qui sont placés soit à l'ordre des avocats, soit dans une banque, ou négociés avec des banques avec des garanties à première demande. Et bien souvent, pour une garantie à première demande, il faut un collatéral. Donc là aussi, c'est une immobilisation de cash pour les cédants qui est assez contraignante. Et puis c'est des mécanismes assez coûteux. Donc finalement, l'assurance finit par être aussi... Absolument. Alors l'assurance, ça a quand même un coût. Donc il faut en être conscient. C'est à peu près 1% du montant assuré. Donc le montant assuré, c'est un pourcentage, comme on le disait tout à l'heure, de la valeur des titres. Donc, par exemple, si j'ai un cap à 10% de ma valeur des titres, que j'ai une valeur des titres de 100 millions, je vais avoir 10 millions qui sont assurés et je vais avoir 1% à payer, donc à peu près 100 000 euros à payer de prime d'assurance pour assurer 10 millions. Voilà, à peu près. Ok. Alors, si on revient sur les due diligence, on a parlé du juridique, social, fiscal. Dans les autres types de due diligence, donc qui sont pas dans ton périmètre de travail, on a par exemple les due deals financières, réalisées souvent par les transaction services. Donc Maxime, on a fait tous les deux du TS, très bonne école d'ailleurs au demeurant pour apprendre le chiffre. C'est vrai que si on a où on va regarder à la fois l'historique de la société, donc la comptabilité, les options qui ont été retenues pour la reconnaissance du revenu ou des choses comme ça. Donc là, on va vraiment se plonger dans le compte de résultat et dans le bilan en historique. Et puis, il y a toute une partie sur la partie prévisionnelle où là, on va regarder par rapport au business plan remis par le cédant. Mais il est évident que l'acquéreur fait lui-même son propre business plan et va demander un certain nombre de vérifications, de cohérence, d'hypothèses. Donc, voilà. Parmi les autres due diligence, on a aussi la due deal assurantielle qui est pas systématique, mais qui vise à la fois à regarder les coûts d'assurance et aussi ce qui est protégé et ce qui n'est pas protégé. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres. Il y a tout ce qui va être due deal strat, qui sont principalement réalisés par des fonds pour valider des marchés adressables, des tailles de marchés adressables, des tendances, les moves qui sont prévus dans le BP. Est-ce que ça prendrait bien traction et valider un petit peu en high level les hypothèses. Il y a des due deal tech IT aussi, où les auditeurs vont rentrer un petit peu dans le système IT pour vérifier. Nous, on a eu des due deals assez poussés sur cet angle-là dans un asset dans le cloud qu'on commercialisait, où du coup, c'est des équipes d'auditeurs qui rentrent dans les systèmes d'information pour vérifier qu'il n'y a pas de risque cyber ou autre. Mais ça, c'est assez répandu. Dans tout ce qui va être assets digitaux ou tech, on y passe facilement. Et puis après, il y a aussi des due deals RSE sur des assets notamment industriels pour le respect des codes, des chartes environnementales. C'est des choses qu'on peut voir aussi. Et c'est vrai que tout cet univers de due diligence qui a été déployé depuis ces 30 dernières années, c'est ce qui vient aussi, je pense, sécuriser le deal pour un repreneur. Tu as peut-être des conseils là-dessus sur les audits à réaliser, mais ça permet justement de rendre un petit peu plus rentable de s'assurer que le BP n'est pas trop farfelu, que les risques ont bien été identifiés
Et en tout cas, moi, j'avais lu pas mal de choses là-dessus. C'est ça qui fait que le M&A est de plus en plus créateur de valeur parce qu'on a justement ces conseils qui creusent vraiment les assets en profondeur, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une quarantaine d'années. Absolument, c'est hyper rassurant pour un acquéreur d'avoir tout un tas de conseils autour de lui qui ont regardé de façon spécifique. Alors, je dis conseils, mais en fait, c'est spécialistes de chacune de leurs matières. Tout à fait. Qui regardent de façon spécifique un certain nombre de sujets à la loupe. Et donc, oui, c'est très rassurant. Mais ça peut être, on en parlait ensemble, ça peut être aussi un peu anxiogène pour les cédants. Hein, on a, pour ceux qui travaillent côté cédant, parfois les cédants disent mais on se retrouve dans des visios, des réunions, on a 14 personnes en face. Ils le vivent pas toujours bien. Absolument. D'ailleurs, c'est aussi le rôle de leur conseil de leur dire en fait c'est tout à fait normal. Ouais. Mais toi, Pierre-Guillaume, quand tu interviens, par exemple, tu interviens très rarement seul. Absolument. Ouais, c'est tout à fait ça. Nous, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir nos équipes en droit social, on va avoir nos fiscalistes, on va avoir des gens en régulatory, on va avoir moi-même, je vais avoir mon équipe dans tout ce qui est juridique. Donc, ça fait très vite une dizaine de personnes, rien que côté avocat. Et si tu rajoutes à ça, en effet, l'IT, IP, la finance, ça fait tout de suite des grands tours de table. On a l'impression d'avoir 40 personnes. Et bien souvent, oui, le management, surtout dans des sociétés de taille plus raisonnable, qui est le seul à avoir toutes les réponses. Bien souvent, c'est 3 personnes qui sont les seules à avoir toutes les réponses sur l'ensemble des sujets. Et donc oui, il y a une forme de challenge et ça peut être un petit peu impressionnant. Mais c'est le rôle des conseils, absolument, comme tu le dis, mais banquier d'affaires comme avocat, de bien préparer ses clients quand on est côté cédant et de leur dire que c'est tout à fait normal qu'il y ait ces questions-là qui soient posées parce que, comme tu le disais toi-même, il faut être rassurant aussi dans le cadre de ces due diligence et il faut être le plus un cœur ouvert, j'allais dire, mais un capot ouvert, vraiment, en transparence parce que la réalité, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que quand on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sera rattrapé quelque part par la patrouille plus tard, parce que c'est très rare de négocier des contrats qui sont simplement des ordres de mouvement avec un transfert des titres sans aucune garantie. Il y a soit des garanties qui sont données en direct, soit des garanties qui sont assurées. Et dans tous les cas, si on cache quelque chose, déjà on part sur bien souvent, le management est conservé, et on part sur une saison 2 avec le nouvel acquéreur qui démarre sur de très très mauvaises bases. Et ensuite, on peut se retrouver très très vite pris dans un engrenage dans lequel on n'a pas envie de rentrer. Donc le but, c'est quand même de jouer la transparence le plus possible. La transparence n'exige pas pour autant de se scarifier, de se flageller devant tout le monde. Il ne faut pas non plus être alarmiste, mais il faut être réaliste, poser tranquillement des probabilités face à des risques. Et ça, l'acquéreur sera d'autant plus à l'aise avec le deal et avec le fait d'aller de l'avant avec un management qui sait bien probabiliser ses risques, plutôt qu'avec des gens qui sont sur la retenue, qui cachent des choses, à qui on met le nez sur certains problèmes après les avoir découverts en data room. Donc voilà, c'est un exercice difficile, mais qui doit être mu par la volonté d'être le plus proche possible de la réalité, de la vérité, parce que c'est utile pour la saison 2. Et puis effectivement, un petit conseil à nos chefs d'entreprise, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, mais c'est vrai que c'est vraiment utile et c'est un très bon investissement. Moi, je sais que j'ai rencontré des clients qui n'avaient pas fait de due deal comptable parce qu'ils pensaient que c'était un petit actif et que ça valait pas la peine. Au final, il y avait un élément hors bilan et un contentieux qui se cachait, et du fait de ça, ils ont payé 2 fois la société. Alors c'était un petit ticket, mais en fait ils l'ont payé 2 fois parce que ils n'ont pas réalisé de due deal comptable. Donc je pense qu'il y a 2 conseils là-dessus. C'est pas parce que l'asset est petit qu'il faut se priver justement de cette étude. Et puis après, choisir les bons interlocuteurs aussi. Parce qu'il y a des experts comptables qui disent qu'ils ont l'habitude de faire des due deals, mais en fait, c'est pas leur quotidien. Donc, de toute façon, c'est le conseil qu'on donne à chaque épisode. Mais c'est vrai que bien choisir ses interlocuteurs pour au moins une due deal financière et au moins une due deal juridique, c'est vraiment primordial. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ce que je vois un peu. Ça me fait penser aussi à un autre point. C'est tout à fait ce que tu dis pour l'acquéreur, hyper utile pour l'acquéreur, mais c'est aussi hyper utile pour la cible. Et bien souvent sur justement ce que j'appelle la saison 2, donc quand le management se retrouve avec un nouvel actionnaire, il va utiliser les due deals qui ont été faites par l'acquéreur pour redresser un certain nombre de sujets, pour rendre un peu meilleur un certain nombre de points qui ont été identifiés dans le cadre des due deal strat, dans le cadre des due deals juridiques, etc., etc. Donc c'est aussi hyper utile pour l'actif en lui-même
Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois on a la négo de savoir qui va payer les due deals, surtout sur les rapports de VDD, quand les due deals sont faites côté VDD, cédant. vendor due diligence, exactement. donc on va les dire, c'est les pré-diligences qui Exactement. sont réalisées par les cédants pour justement gagner du temps au moment des due diligence. Exactement. Il y a tout l'argument qui est audible, tout l'argument de dire que ça sera utile pour l'actif, en fait, ces due diligence qui ont été réalisées. Alors, on est à la fin des due diligence, donc ce qui se passe, c'est que souvent les différents conseils, parce qu'on a vu qu'ils peuvent être un certain nombre, remettent des rapports d'audit à l'équipe de l'acquéreur. À partir de ce moment-là, on va rentrer dans quasiment un deuxième tour de négo. Ouais. C'est aussi le moment où les avocats là vont monter en puissance des deux côtés. Absolument. Comment toi tu récupères tous ces points-là et comment tu vas organiser la suite? Alors, ce qui se passe, c'est que c'est à ce moment-là, bien souvent, qu'on nous transmet, parce que souvent c'est côté cédant en fait que les contrats de cession sont rédigés. C'est à ce moment-là qu'on va nous transmettre, donc post-LOI et au moment des due deals à peu près, on va nous transmettre un contrat de cession. Donc le contrat de cession côté cédant, il est très simple. Il est sans trop de garanties la plupart du temps et il ressemble plus ou moins à un ordre de mouvement un petit peu amélioré. Donc quand on est côté acquéreur, il va falloir lui donner un petit peu plus de chair. Donc typiquement, rajouter des garanties si on souhaite rajouter des garanties, alors avec ou sans assureur. Parce que ça a un coût, bien sûr. Donc, on peut avoir un acquéreur qui décide de juste demander des garanties au cédant. Et à ce moment-là, on va avoir donc un markup de SPA qui va être envoyé à la partie... SPA, pour nos auditeurs, le contrat de cession de titre. Contrat de cession de titre, absolument, qui va être normalement, lui, envoyé avec la lettre d'offre ferme, le contrat un peu markuppé. Après, tout dépend comment le process est organisé. Si c'est un process où il y a plusieurs acquéreurs potentiels, si c'est un process où, en fait, on est en one-to-one, on sait qu'il n'y a pas d'autres acquéreurs potentiels, et à ce moment-là, on peut se permettre un petit peu plus de liberté, échanger sur des concepts entre avocats, du SPA qui a été transmis pour tester un peu l'eau, avant, bien entendu, de remettre le contrat de cession markuppé, c'est-à-dire modifié avec ce que l'acquéreur souhaite mettre dedans, juste dans le cadre de la lettre d'offre ferme. On peut commencer à prendre un petit peu la température entre conseils. Donc on a cette phase pendant laquelle on va avoir à la fois des discussions qui vont s'engager entre conseils sur le contrat de cession, sur la base d'un contrat de cession présenté la plupart du temps par les cédants. Et en parallèle de ça, s'il y a un réinvestissement et s'il y a du management package, c'est-à-dire un incentive du management qui est mis en place, on va aussi avoir une discussion sur un term sheet de pacte. Donc, c'est-à-dire le term sheet, c'est-à-dire un document avec les grands principes en fait, d'un pacte d'associés qui va servir à organiser la gouvernance, les transferts de titres dans le cadre de la saison 2. Donc, on va avoir les deux choses ensemble. Si, bien entendu, il n'y a pas de réinvestissement et que c'est une acquisition à 100%, à ce moment-là, il n'y a pas de term sheet de pacte. Il peut y avoir éventuellement un réinvestissement, notamment dans le cadre des build-up, des cédants au niveau de la holding du dessus. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est un peu un take it or leave it, c'est-à-dire... la plupart du temps, la holding de tête est déjà, enfin le groupe acquéreur est déjà organisé. Il y a déjà un pacte. Donc on va demander aux gens de rentrer dans le pacte. Exactement. On va pas tout renégocier. Exactement. Ouais. Donc c'est un peu voilà, ça dépend de la configuration et en fonction de ça, on va avoir une négo qui peut porter donc sur un fameux term sheet de pacte ou pas, ou qui va porter sur les niveaux de réinvest au niveau de l'acquéreur. Et puis en parallèle, le contrat de cession. Sur lequel, en fonction de l'appétence du marché pour la cible, on va pouvoir échanger ou pas trop avec le conseil des cédants sur des grands concepts de contrat de cession. Les grands concepts du contrat de cession, c'est les fameuses garanties. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'elles sont assurées, est-ce qu'elles ne sont pas assurées? C'est la structure du prix. Donc, est-ce que mon prix, c'est un prix, ce qu'on appelle en lockbox, c'est-à-dire la boîte fermée, donc on se met sur des comptes, par exemple au 31 décembre 2024, et puis on construit notre prix sur la base du 31 décembre 2024, et on se dit qu'entre le 31 décembre 2024 et la date de closing, il y a un certain nombre de flux qui ont lieu entre la cible et la galaxie des cédants au sens large, qui sont des flux interdits. Et si jamais il y a un flux interdit qui survient, à ce moment-là, il y a une indemnisation, donc un mécanisme d'indemnisation qui est indépendant du mécanisme d'indemnisation de la GAP, qui a vocation à jouer. Bon, ça, je ne rentre pas trop dans les détails, mais globalement, on a ce mécanisme de lockbox
qui est très apprécié du marché, parce que ça permet de figer le prix sur la base de comptes dont on connaît, on connaît le sérieux. Et qu'on a eu le temps d'auditer. Et qu'on a eu le temps d'auditer. C'est surtout ça le sujet. Ou le mécanisme d'ajustement de prix, là, qui suppose de faire des comptes au closing. Donc, si on close le 13 juin 2025, on se retrouve à devoir faire des comptes au 13 juin 2025. Et post-acquisition, de devoir présenter les comptes aux cédants et de faire des ajustements. Souvent, on met en place du coup des séquestres pour s'assurer que si jamais on a trop payé, on puisse être remboursé. C'est un peu plus lourd. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une appétence du marché pour ce qu'on appelle la lockbox. Appétence qui est évidente quand on est proche de la date des derniers comptes disponibles, qui est un peu moins évidente à mesure qu'on s'approche. Ou alors qui nécessite de reproduire une situation Absolument. Absolument. Proche de la date. Donc on va avoir des discussions sur le prix, on va avoir des discussions sur les garanties, on peut avoir des discussions autour d'un certain nombre d'engagements qui sont pris à l'égard du management, c'est-à-dire de ne pas aller chercher le management sur un certain nombre de choses, donc hors fraude toujours, mais à leur donner une sorte de quitus en fait pour leur gestion jusqu'au closing. On va avoir un certain nombre de négociations autour de ce qu'on appelle la période intermédiaire, s'il y a une période intermédiaire, parce que bien souvent on se retrouve dans une situation où on va signer dans un premier temps un contrat de cession, puis on va avoir un certain nombre de conditions suspensives. Alors les conditions suspensives, la plupart du temps, c'est des conditions antitrust. On a assez peu de conditions suspensives de financement quand même, parce qu'il y a assez peu de vendeurs qui sont prêts à accepter sur des deals et sur des je dirais ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille. Des opérations. Ça dépend de la taille, mais on va dire que sur des opérations un peu peut-être plus importantes, en effet, c'est moins le cas. On le voit moins souvent. Moi, je le vois quasiment jamais. Mais parfois, en effet, on peut avoir des conditions suspensives de financement. Vous voyez bien le principe, tout le monde a acheté un bien immobilier. Et donc, bien entendu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on signe un document, mais avant de pouvoir définitivement réaliser la transaction, il faut avoir levé ces conditions suspensives, ce qui explique le décalage entre le fameux signing et closing de l'opération, qui est la date de réalisation et le transfert de propriété. Ce qu'on peut dire là-dessus, il y a pas mal d'opérations où le signing et le closing sont le même jour. Absolument. Sont la même chose. Ouais. Il y a un certain nombre d'opérations où on décide pour des questions de réglementaire ou de timing de dissocier les deux. Ce qu'il faut bien dire, c'est que dans les deux cas, on s'attend à ce que le passage de l'un à l'autre soit très bordé, très automatisé, Absolument. De sorte que ce sera l'exception que l'opération ne se fasse pas une fois qu'on a fait le signing. Absolument. En tout cas, c'est plus à la main de quelqu'un de se retirer. Ça va être tout le jeu du vendeur et du conseiller du vendeur de s'assurer qu'il y a une forme d'automaticité dans la levée des conditions suspensives. Après, sur les aspects antitrust notamment et dans les grosses opérations surtout, on va avoir tout un enjeu de si l'autorité de la concurrence me demande de vendre un certain nombre d'actifs pour réaliser l'opération parce qu'elle estime que ça va perturber le marché, est-ce que je suis prêt à aller jusque-là ? Est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout ? Et donc, ça c'est surtout sur les grosses opérations qu'on va avoir ce type de négo. Là où il faut faire attention peut-être en termes de wording ou de sémantique, c'est que souvent on peut avoir deux signings en droit français. Donc tu l'as relevé tout à l'heure avec la loi Hamon. On a des spécificités en France que le monde entier nous envie, qui sont l'information, et quelque part on peut le comprendre. Je veux dire, l'intention est plutôt légitime, mais qui font qu'on est obligé de trouver un peu des façons d'organiser tout ça. Donc, c'est l'information des salariés. Donc, quand il y a un CSE, on doit d'abord informer notre CSE. Quand on informe un CSE qui est plus ou moins, qui est très coopératif, qui est là, qui est présent, ça peut aller très vite. D'ailleurs, on a même des opérations où on obtient les accords avant le signing. Alors voilà, ça dépend. Voilà. Ça dépend. C'est souvent en bridge des accords de confidentialité, donc j'ai rien entendu. mais ça peut arriver. Ça peut arriver parce que le CSE, c'est une petite boîte, les gens se connaissent tous, tout le monde est content de faire l'opération et on se retrouve à avoir l'infoconsult qui est fait très très rapidement. Mais dans les groupes un peu plus importants où le climat social est peut-être pas le même, on va devoir attendre 2 mois. On va devoir attendre l'avis du CSE pour réaliser l'opération. Et ce qui est un petit peu original, c'est que même si le CSE dit qu'il n'est pas d'accord,
ou qui disent qu'il soit d'accord ou pas d'accord, ça change rien, on peut réaliser quand même l'opération. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir tout ce mécanisme d'information pour finalement faire quelque chose qui tient pas compte d'un avis qui peut être donné. Après, je dis pas qu'au contraire, il faudrait donner ce pouvoir-là au CSE, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir cette construction, et ça oblige à construire en termes rédactionnels ce qu'on appelle des promesses d'achat, donc un put, auquel va être annexé le SPA, donc le contrat de cession en forme finale. Et donc, on va se retrouver dans une situation où acquéreurs et vendeurs vont signer uniquement une promesse d'achat, par laquelle, finalement, l'acquéreur va être engagé à acheter la société, et le vendeur ne sera pas engagé. Le vendeur ne sera pas engagé le temps qu'il fasse ses CSE, et voilà. Et mais donc, seulement sur cette partie-là. Voilà, exactement. Ouais. Seulement sur cette partie-là. Et en fait, la contrepartie, quelque part, du vendeur dans les put options, et ça, c'est dur à expliquer aux étrangers. Quand moi, j'ai des étrangers qui font des opérations en France, c'est dur de leur expliquer. Parce qu'ils te disent, mais le CSE, à la fin, s'il dit non, qu'est-ce qui se passe? Puis tu dis, en fait, c'est pas grave. Bon. Donc là, on passe un peu pour des chocolats entre nous. Mais donc, en fait, dans ton put option, tu vas avoir donc l'acquéreur qui est un peu en l'air, parce que lui, il est engagé à acheter en fait à tout moment dès que le vendeur lui a dit c'est bon, j'ai fait mes CSE, je te montre, on a tenu le CSE. Et le vendeur, finalement, il est pas tellement engagé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On négocie dans le put option une exclusivité. Donc, c'est assez important dans son put option d'avoir l'exclusivité la plus longue possible quand on est acquéreur, parce que c'est quelque part pour avoir les vendeurs qui sont tenus par quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas qu'ils sont obligés de faire le deal, mais au moins on leur dit que d'ici 9 mois, ils sont pas repartis avec quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu la contrepartie du put, et donc de cet engagement de la part de l'acquéreur d'acheter. C'est cette exclusivité qui est quand même relativement importante. Alors, dans toutes ces discussions, on avait quand même, donc au début de l'épisode, on disait on a signé cette LOI. De ton expérience, on peut revenir sur certains termes de la LOI. Absolument. Tout est remis en jeu. Comment on fait pour rester dans les lignes du deal souvent? Alors, comment tu vois ça, toi? Alors, une LOI, son nom l'indique, hein, c'est une lettre d'offre indicative. Donc, comme vous l'avez expliqué lors du dernier épisode, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être levées pour aller jusqu'à la lettre d'offre ferme. Donc, c'est vrai que si dans le cadre des due deals, on trouve quelque chose d'absolument nucléaire, on a encore la capacité de sortir. Si dans le cadre des due deals financières, on estime qu'on a mal pris en compte un agrégat financier, qu'on a mal évalué tel ou tel contrat, etc., on en parle avec les vendeurs, et oui, on peut revenir sur un certain nombre de points, on peut essayer de les renégocier, d'où l'intérêt, quand on est côté vendeur, d'avoir été assez transparent, même au stade de la LOI, d'avoir avec le BP, avec ce qu'on a pu fournir avant que la LOI ait pu être rédigée, d'avoir donné suffisamment d'informations pour pour pas être trop loin dans les ajustements. Parce qu'en fait, on va être rattrapé après. Exactement. Et puis après, ça crée de la perte de confiance. Absolument. Et potentiellement ça fait que reculer l'opération. ouais. Quoi. Alors justement, Maxime, t'en parles de cette fameuse confiance, du lien. On va rentrer dans une phase qui est qui peut être assez problématique, parce que d'un côté, je suis acquéreur. Tu le disais, il y a souvent un management en place ou un cédant avec qui je vais devoir faire une transition et avec qui on a envie de construire. Finalement, c'est le début d'une nouvelle association. Absolument. Et d'un autre côté, c'est là où on pointe un peu tous les points qui font mal, que tout ça peut avoir des conséquences financières sur le prix, sur le deal, sur le fait même que le deal s'arrête. Comment toi, qui bien souvent va te retrouver, que ce soit face à tes confrères ou face aux cédants, à ses équipes, etc., si tu es du côté acquéreur, comment tu vas jouer en fait sur ces deux sujets-là? Comment toi tu te prends compte? Juste en aparté, après, c'est là où les conseils ont de la valeur. On permet justement à ceux qui vont collaborer ensemble demain de ne pas se friter et de passer justement par les conseils pour passer les messages, et c'est là qu'on est important. C'est tout à fait ça. C'est là que les conseils sont les plus importants, parce que en effet, il peut y avoir un certain nombre
de points qui sont importants pour un cédant, notamment. C'est le cas le plus topique. Hein. On a un fondateur, on a un entrepreneur dont c'est le bébé, qui, dans la saison 2, dans laquelle on lui demande de se projeter, va avoir un certain nombre de demandes pour lui, mais parfois pour son équipe. Ouais. Parce que il va estimer qu'il est hyper important qu'il garde son équipe de management, qu'il la garde motivée, qu'il arrive pourquoi pas à l'incentiver dans la saison 2. Et donc c'est là que les conseils doivent prendre un peu le relais et entre spécialistes quelque part faire passer les messages avec suffisamment de forme, de doigté pour montrer qu'il serait pas mal pour la saison 2 justement, pour qu'on construise mieux, qu'on obtienne un certain nombre de points alors pour l'équipe de management et de façon plus globale, même dans le cadre de la cession, c'est-à-dire qu'il y a une demande de cash out de la part d'un fondateur à un certain niveau parce qu'il ne s'est pas payé pendant des années. Et il a amené la boîte au succès qui est celui qui est celui qui permet aujourd'hui de faire le deal. Lui, il va avoir envie de faire un petit peu de cash out. Il va avoir envie de réinvestir, certes, mais il va avoir envie de profiter un tout petit peu. Et donc, il faut pouvoir bien négocier avec l'acquéreur le fait que il fasse une sortie relativement substantielle, d'autant plus que bien souvent, les impôts ne nous oublient pas. Et donc, c'est pas parce qu'on sort 30, 50% qu'on va vraiment avoir in fine 30 ou 50% de sa ligne dans sa poche. Hein. On va avoir 70% de ça, hein, parce que quand on a de la chance, c'est 30%, mais potentiellement, ça peut être un peu plus délicat en fonction de comment on est structuré, avec une holding, pas de holding, etc. Donc, il est hyper important que ce soit dans la co-construction de la saison 2 avec l'acquéreur, parce qu'il y a un certain nombre de messages à passer pour que les choses soient efficaces sur le long terme d'un point de vue business, ou dans le cadre du deal même. Il y a un certain nombre de messages qui sont même de façon un petit peu, peut-être franco-française, mais parfois on est un peu pudique sur ces sujets-là. Il y a des sujets purement d'argent, purement monétaires, et puis on va arriver à dire au conseil en face, on va arriver à dire à l'acquéreur, même directement en tant que conseil, non, en fait, le fondateur, il a besoin de cash-outer ce niveau-là. Il a besoin pour ses équipes d'avoir ce niveau-là d'actions gratuites, ce niveau-là de bonus de transaction. Et bien souvent, c'est plus facile de faire passer ces messages avec un spécialiste qui a l'habitude, qui va aussi se raccrocher quelque part. Alors, ce que j'aime pas du tout faire, hein, mais qui va se raccrocher à une forme de pratique de marché aussi, qui va pouvoir dire à un acquéreur, ça se fait, en fait, de faire un bonus de transaction dans ce cadre-là, dans ce type de deal. Ça se fait d'avoir plutôt un management qui réinvestit que 50% de sa ligne, que 30% de sa ligne. Voilà. Donc, c'est là qu'il est important d'avoir choisi des conseils qui ont l'habitude de faire souvent ce type d'opération, parce qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur une pratique de marché. Il faut toujours faire très attention à cet argument, hein. Les acquéreurs, comme les cédants, vont sentir, quand ils ont un spécialiste qui a vu passer pas mal de transactions, que c'est ce qui se fait. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça qu'on mène un deal jusqu'au bout. Et ça va couler de source quelque part dans le discours. Donc, voilà. Ok. Très bien. On n'a pas parlé de la partie gestion des flux financiers, ouais. Mais effectivement, souvent, alors ce qu'on appelle le tableau des flux, on a au moment où on va signer un récap ce qu'on appelle des comptes pivots. Donc tout ça est pris aussi en charge par les. Alors ça c'est un vaste sujet en effet, mais hyper important. C'est-à-dire quand on se retrouve face à une table de capi qui est assez grande, une table de capitalisation. Donc table de capitalisation avec souvent plein d'actionnaires. Peut-être potentiellement une soixantaine d'actionnaires ou même une centaine d'actionnaires. C'est autant de flux normalement in fine. Donc il y a plusieurs façons de faire. Il y a certaines banques qui proposent ce service, mais il y a aussi la CARPA, donc la caisse des avocats, qui permet de faire compte, qui fait compte pivot et qui, en construisant un funds flow avec le conseil financier, avec la société, peut permettre la remise des flux au closing aux 100 personnes, aux 60 personnes, de façon assez efficace, hein, franchement. Bien pratique. Bien pratique. Je pense que tu as eu l'expérience. Et donc, voilà, si vous avez un conseil qui a l'habitude de bosser avec la CARPA, notamment avec les équipes corporate de la CARPA,
il va vous permettre, il va vous proposer de mettre en place un compte pivot. Donc, c'est quoi un compte pivot ? C'est un compte qui est ouvert au nom de la Carpa, sur laquelle l'acquéreur va verser un seul flux. Donc, pour lui, c'est hyper pratique. Et puis, charge à la Carpa de payer l'ensemble des actionnaires et de distribuer les flux. Et y compris souvent les conseils. Y compris les conseils. Ce qui permet d'avoir une opération ensuite qui est parfaitement ordonnée en termes de flux. Absolument. Après, c'est pas obligatoire. Enfin, je veux dire, il y a certains acquéreurs qui sont hyper bien organisés, ils sont capables de faire les flux eux-mêmes. Donc pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un service qui, bien souvent, est assez pratique. Ok. Je vois que le temps tourne. Pierre-Guillaume, on l'a bien vu, hein, il y a vraiment le côté technique et je pense que cet épisode est riche en technicité, mais il y a aussi tout un côté très business finalement et on voit bien que c'est important d'avoir des gens des conseils et des gens qui gèrent les opérations qui sont aussi bien à l'aise d'un côté que de l'autre. Il y a ce côté état d'esprit aussi, vouloir finalement... on n'est pas là pour avoir raison seul contre tout le monde, mais finalement pour faire un deal. Absolument. Je pense que c'est ce qui réunit tout le monde. Tout à fait. Est-ce que toi, pour des gens qui voudraient aller un peu plus loin sur cette partie-là, est-ce que tu as croisé des ressources ou est-ce que tu t'es formé ou est-ce que tu as vu des choses intéressantes au-delà, tu le disais, d'années de pratique et de regarder les dossiers? Tu penses à quoi comme non, je sais pas, des choses qui t'ont inspiré? Des livres, des podcasts, des séries. Des livres, des podcasts, des séries. Des échanges. Non, c'est vrai. Alors, mon passage en salle de marché m'a permis de me confronter, je pense, à des personnalités un peu différentes, des gens qu'on ne croise pas forcément dans les couloirs feutrés des cabinets d'avocats, des gens un petit peu plus éruptifs, ce genre de choses. Et j'ai l'impression de m'être un peu construit, pas en réaction par rapport à ça, mais un petit peu quand même. Tu voulais faire. Ouais, exactement. Un petit peu quand même. Et on retrouve parfois dans des cabinets d'avocats des gens qui sont un petit peu volcaniques, un peu éruptifs. En général, ils sont au contentieux. Ils sont pas au M&A. Alors non, tu seras surpris. Il y en a qui sont au M&A et parfois, du coup, tu te retrouves à parfois te faire insulter sur un call, ce genre de choses. Et donc, finalement, ce que j'ai envie de te répondre, c'est que je me suis peut-être un peu construit en opposition par rapport à des profils où je me suis dit, en fait, ces gens-là sont dans le faux parce que en fait, ils sont trop extrêmes. Ils créent des points avec des faux points. Tout le monde le voit quelque part au bout d'un moment. Et ça va pas dans le sens du client qui, lui, a envie de faire quelque chose. Ça permet parfois d'obtenir des points en étant extrémiste. On le voit avec Trump, hein, c'est un peu la méthode Trump. On demande 10 000 J'ai cru que tu allais nous dire qu'il fallait lire The Art of the Deal, en fait. Mais moi, j'y crois pas tellement à cette méthode. Ouais. Alors, ça peut marcher, mais c'est quand on est dans un rapport de force qui est complètement démesuré, et c'est ce qu'il est, hein, il est dans un rapport de force démesuré en permanence. Donc ça peut marcher parce que tu fais peur en fait à la partie en face, mais la plupart du temps, dans de la croissance externe notamment, t'es pas là pour faire peur. T'es là pour co-construire, t'es là pour te projeter dans une saison 2 et t'es pas là pour obtenir au forceps des points. Donc finalement, ces exemples, que ce soit en salle de marché, que ce soit en cabinet d'avocat ou même en politique, sont un peu des contre-exemples. Et je pense qu'il faut essayer de s'inscrire un petit peu en opposition par rapport à ça et se retrouver dans... Voilà, essayer de se mettre... de se rendre agréable, que ce soit pour ton client, mais aussi pour la partie en face, parce que tout le monde sera gagnant. Enfin, c'est ça, en fait. Ce qui fait un bon deal, c'est quand tout le monde sort de la salle en se disant « j'ai gagné quelque chose », je pense. Ça, j'en suis fondamentalement convaincu. Et pas, il y en a un qui se dit « j'ai gagné », et puis l'autre qui se dit « maintenant, je suis tout nu ». Donc voilà, il faut avoir cet esprit-là, je pense, pour vraiment... faire des deals qui fonctionnent en fait sur le long terme. Donc je me suis peut-être construit par rapport à ces contre-exemples. Je vais pas te dire Suits, je vais pas te dire. Faut quand même être clair pour tous ceux qui ont vu Suits, ça ressemble quand même assez peu à la vie d'avocat M&A. Ils font d'ailleurs assez peu de juridique. Absolument, absolument. Bon, ça marche. Un grand merci Pierre-Guillaume de nous avoir accordé ce temps. Merci Maxime. On se retrouve au prochain épisode 7
7, Thomas. où on va parler de post-merger integration. Tout à fait. Finalement, c'est bien, on a signé, on a acquis une société, mais comme le dit notre prochain invité, les emmerdes commencent. C'est maintenant que tout commence. Ouais. Voilà. À très bientôt sur les clés du build-up. À bientôt. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.